Araceli Turmot, maître de conférence à l'Université de Nantes et directrice du Master 1 en droit européen et international. J'ai démarré mon parcours universitaire à Paris avec une année de classe préparatoire et puis ensuite en fait un cursus complet à Paris 2, à Panthéon-Assas. Cursus dans lequel je me suis spécialisée progressivement sur les questions européennes et pendant lequel j'ai pu passer une année de Master 1 à l'Université d'Oxford avant mon Master 2 en droit de l'Union européenne. Et c'est vraiment cette année de Master 1 qui a confirmé pour moi mon attrait pour la recherche, en partie parce que j'ai pu y découvrir le fonctionnement d'un centre de recherche avec une très forte émulation en plus et une très forte participation des jeunes à la vie du centre. La participation, y compris d'étudiants de master, en fait, conviés régulièrement à des séminaires de recherche, etc. En participant à ces événements, en pouvant rencontrer des doctorants et des professeurs et me faire un peu une meilleure idée de ce que c'était que le métier d'enseignant-chercheur, cela a confirmé pour moi l'intérêt que j'avais pour ce genre d'activité, mon attrait pour à la fois la recherche et l'enseignement, puisque je ne conçois pas l'un sans l'autre. Ensuite, donc après mon Master 2 en droit de l'Union européenne, j'ai pu envisager de faire une thèse. J'ai eu la chance de pouvoir financer mes premières années de thèse, non pas par un contrat doctoral, parce qu'il n'y en avait qu'un qui était disponible cette année-là, on était plusieurs à vouloir faire des thèses. J'ai eu la possibilité de postuler à l'Université de Genève pour un poste d'assistante de recherche. Cela m'a permis de financer les 4 premières années de ma thèse en travaillant là-bas dans des conditions qui étaient assez différentes des conditions de travail en France. Donc avec par exemple l'absence des travaux dirigés, mais d'autres formes d'encadrement des étudiants, avec des séminaires, avec l'encadrement de mémoire, l'encadrement de concours de plaidoirie. Donc c'était une autre forme de contact avec les étudiants, énormément de travail d'équipe avec d'autres doctorants en droit européen ou dans d'autres matières, une coopération avec différents enseignants-chercheurs, dont Madame Cadouce, pour laquelle je travaillais. Et c'est vraiment ces années à Genève ont été très formatrices et m'ont permis évidemment de faire mes premières années de recherche aussi dans un cadre qui était très favorable à des recherches de droit comparé, ce qui correspondait aussi à mes envies dans la manière d'appréhender mon sujet de thèse, parce que les ressources documentaires à disposition étaient assez riches dans d'autres traditions juridiques que la tradition juridique suisse, notamment en droit français, mais aussi en fait dans d'autres traditions juridiques européennes. Après les premières années comme ça passées à Genève, j'ai quand même repris contact avec l'enseignement dans l'université française de manière à commencer à donner des travaux dirigés à Paris, dans 2 universités. J'ai ensuite quitté Genève pour revenir à Paris pour continuer de donner des travaux dirigés à l'université Paris-Est-Créteil. Et après ces expériences d'enseignement dans différents établissements, également Sciences Po Paris, j'ai réussi à terminer ma thèse et obtenir la qualification dans la foulée, ce qui m'a permis de postuler et d'avoir la chance d'être recrutée comme maître de conférence l'année suivante. Donc ça a été un parcours assez rapide pour arriver à un poste d'enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Donc ça fait à l'heure actuelle 3 années, un peu plus de 3 années que je suis à la faculté de droit de l'Université de Nantes. J'ai un service qui est vraiment concentré sur le droit de l'Union européenne, avec 1 ou 2 cours qui sortent un peu de ce cadre, mais que j'ai pu choisir, notamment avec des orientations de droit comparé dans certains enseignements. Et pour le reste, j'assure des enseignements en droit européen,
en particulier droit de l'Union européenne, dans différentes spécialités qui relèvent du droit de l'Union européenne, ainsi que dans des cours d'introduction au droit européen au niveau de la licence. Par ailleurs, donc, dans cette démarche internationale qui a toujours été la mienne, j'ai pu exercer évidemment mes compétences en anglais en particulier, et je tiens à maintenir en fait cette perspective internationale sur mes activités en recherche notamment, en participant activement à la recherche dans des forums internationaux et notamment en langue anglaise, parce que c'est aujourd'hui la langue dans laquelle se fait majoritairement la recherche européenne en droit européen, en espagnol également. Et dans mes enseignements, j'assure également des enseignements en langue anglaise parce qu'il me semble que c'est important pour les étudiants d'être confrontés au vocabulaire juridique anglais s'ils doivent ensuite devenir spécialistes de matières qui deviennent de plus en plus anglophones dans à la fois le vocabulaire des chercheurs mais aussi le vocabulaire des institutions. Et donc il est important non seulement de connaître différentes traditions juridiques que la sienne propre, mais aussi de connaître le vocabulaire juridique dans d'autres langues pour sa matière de spécialité, et en particulier le vocabulaire juridique anglais. Alors je dois dire également que j'ai été aidée dans cette démarche un peu de comparatiste, sans se prétendre vraiment spécialiste de droit comparé, mais en tout cas d'une personne qui essaye d'avoir cette approche un peu plus comparatiste et internationale, par le fait que j'ai, au cours de mes premières années d'études, en fait, pu suivre un diplôme qui était très intéressant à l'université Paris 2, qui était proposé en parallèle des premières années de droit. C'était un diplôme d'université. Alors, il y en avait pour différentes traditions juridiques. Moi, j'avais choisi l'anglais. Et donc, un diplôme d'université en droit de common law qui permettait, au fur et à mesure qu'on découvrait le droit français, de découvrir également le droit anglais. Et donc, de partir comme ça dans ces études avec différents bagages culturels, en fait, différentes façons d'appréhender le droit. Et ça m'a énormément aidé, notamment dans l'appréhension du droit européen, parce que on a par exemple une conscience beaucoup plus forte et un vocabulaire, disons, beaucoup plus développé, je trouve, pour parler par exemple de la création du droit par les juridictions suprêmes dans les traditions de common law que dans les traditions françaises, où on n'enseigne pas du tout de la même manière la manière dont les juges créent le droit, par exemple quand on fait du droit administratif. Et ça m'a énormément aidé à envisager la façon dont les juges européens, que ce soit à la CEDH ou dans l'Union européenne, créent et contribuent à créer la matière qui est le droit de l'Union européenne ou le droit de la CEDH. Le choix du sujet de thèse, qui était l'autorité de la chose jugée en droit de l'Union européenne, a été fait en fait sur la base d'une discussion, d'ailleurs de plusieurs échanges que j'avais eus avec mon directeur de thèse, Fabrice Picot, qui était déjà mon directeur de mémoire en Master 2 à l'université Paris 2. En réalité, je voulais étudier la pratique des juridictions. Je m'intéressais beaucoup au système juridictionnel de l'Union, en particulier la pratique des juridictions qui composent la Cour de justice de l'Union européenne. Et je m'étais notamment intéressée à la question de l'autorité des décisions prises individuellement ou collectivement, mais en tout cas, voilà, la question de l'autorité des décisions juridictionnelles. Et on a décidé ensemble que pour un sujet de thèse, l'autorité de la chose jugée en droit de l'Union européenne pouvait être une bonne thématique, notamment parce que c'est un sujet qui n'avait jamais été traité avant, de manière approfondie, en droit de l'Union européenne, ni en français, ni d'ailleurs quand j'ai commencé ma thèse dans d'autres langues de l'Union européenne.
Il y avait quelques études, mais principalement en fait de l'impact du droit de l'Union européenne sur l'autorité de la chose jugée nationale. En revanche, la manière dont l'autorité de la chose jugée fonctionne dans le contentieux de l'Union européenne et s'attache aux décisions juridictionnelles de la Cour de justice de l'Union européenne elle-même, personne n'avait vraiment fait d'études poussées. Il y avait quelques articles, mais vraiment pas grand-chose. Donc, ce sujet présentait différents avantages pour moi. D'une part, c'était proposer quelque chose de nouveau, et c'est toujours agréable d'avoir l'impression qu'on est utile à l'avancement de la recherche et aussi à la pratique des juristes dans une matière. Et en plus, puisqu'il n'y avait encore pas de matière académique, doctrinale sur ce sujet, il fallait que je mène une étude comparée au départ pour appréhender le sujet d'abord là où il y avait de la recherche, c'est-à-dire dans les systèmes nationaux des États membres, dont j'ai choisi quelques exemples pour ensuite pouvoir un peu en tirer quelque chose et voir si ça correspondait à ce qui était fait par la Cour de justice de l'Union européenne ou pas. Par ailleurs, c'est un sujet qui reposait intégralement sur de la jurisprudence parce que l'autorité de la chose jugée en droit de l'Union européenne a été créée de manière totalement prétorienne. Il n'y a aucune source écrite qui établit l'autorité de la chose jugée en droit de l'Union. Et donc, ça correspondait aussi à un autre thème qui m'intéresse dans le droit de l'Union européenne, c'est-à-dire la manière dont les juges européens créent le droit. Là, on avait un exemple parfait. Il faut aller voir la jurisprudence et essayer de la comprendre et de la mettre en cohérence pour en tirer le régime européen de l'autorité de la chose jugée, puisque c'est la seule source qui existe. Et donc, c'est un peu un exercice aussi d'exploration dans les arrêts, parfois des plus anciens, parfois évidemment des arrêts très récents, pour voir si les règles évoluent, si les règles ont été cohérentes dans le temps, quelles sont les influences nationales qu'on décèle dans tel ou tel arrêt ou dans telle ou telle conclusion d'avocats généraux. Donc le sujet en fait présentait un certain nombre d'attraits pour moi et ces attraits sont confirmés au cours de mon travail de thèse. Mes projets en cours se situent d'une manière générale dans le prolongement des thématiques que j'ai abordées dans ma thèse, mais à une échelle un peu plus globale, et également avec un accent qui est de plus en plus mis non plus sur le contentieux de l'Union uniquement, mais aussi sur les interactions entre contentieux de l'Union et systèmes juridiques nationaux, et avec un accent particulier sur le droit pénal européen, puisque le droit pénal est un domaine en pleine expansion, que ce soit du point de vue matériel que du point de vue institutionnel, avec la création du parquet européen dans l'Union européenne. Et c'est donc un sujet sur lequel se posent plein de nouvelles questions qui sont très intéressantes quand on a déjà un peu un intérêt pour, par exemple, le droit processuel, ce qui est mon cas. En particulier, je suis en train de lancer un projet pour lequel j'ai eu la chance d'obtenir le soutien de la région Pays de la Loire, donc un soutien financier qui va me permettre de mener un projet sur les 3 prochaines années concernant la convergence des standards judiciaires dans les systèmes européens. Donc, il s'agira d'un projet qui inclura une démarche de droit comparé de manière à examiner l'impact des développements des dernières années, mais aussi à plus long terme, des développements du droit européen, à la fois dans le système de la Convention et dans le système de l'Union européenne, sur les standards applicables dans les systèmes juridictionnels des États membres. Donc, par exemple, les standards relatifs à nebis in idem, à la protection des droits des victimes, des accusés, aux mesures provisoires, etc. Donc, tout un tas de standards en fait, qui sont de plus en plus imposés par le droit européen, que ce soit par voie jurisprudentielle ou législative dans le cadre de l'Union européenne, qui sont imposés de manière plus ou moins consciente et intentionnelle aussi,
et de voir quel est leur impact sur la réalité de la pratique dans les systèmes judiciaires des États membres, pour se demander s'il y a véritablement une convergence qui se dessine, si oui, sur quel domaine du droit processuel, et quel est son impact sur la pratique des juridictions et la manière dont on conçoit le droit processuel national dans un certain nombre de systèmes. Donc, je m'attacherai à examiner différents systèmes nationaux pour voir la manière dont on conçoit l'influence des droits européens sur les droits processuels, avec un accent particulier, donc, à nouveau sur le droit pénal européen, donc le droit de la procédure pénale, les systèmes judiciaires pénaux, et également en essayant de voir si les évolutions en cours dans le droit de l'Union européenne permettent de faire des parallèles avec des systèmes fédéraux tels que, par exemple, le système des États-Unis, dans lequel on peut avoir aussi cette coexistence de standards fédéraux et fédérés en matière de procès pénal et procès en général, pour voir si on peut déjà commencer à envisager le droit pénal européen, le droit processuel européen en général, quelque chose qui existe, ou si en réalité, à l'heure actuelle, les systèmes nationaux demeurent beaucoup plus cloisonnés et que l'influence du droit européen en réalité demeure assez restreinte sur la réalité des droits processuels et des pratiques des avocats, des juges, des magistrats en général dans les États membres.